Alors bonsoir à tous, et bienvenue sur, cette webconférence sur le thème de la lactofermentation. Cette webconférence est co-animée par, le collectif Mangeons Mieux et Grand Cognac dans le cadre de son projet, alimentaire territorial. Il s'agit de la deuxième webconférence sur le thème de l'alimentation. Enfin, l'année dernière, nous avons fait une webconférence sur le thème du jardin, du jardinage, et cette année, donc le thème, c'est la lactofermentation. Et la webconférence sera, animée par, Florian Wuhl de l'usine à gaz, voilà, c'est une animation, assez sympa, assez animée, avec une guest star que vous découvrirez, par la suite. Avant tout ça, juste pour vous présenter qui nous sommes au niveau du collectif Mangeons Mieux. Donc le collectif Mangeons Mieux, c'est un collectif on regroupe des citoyens, des associations, différentes structures et cetera, autour d'un thème en commun, d'un projet commun, c'est de développer une alimentation saine et locale et durable sur le territoire de Grand Cognac, d'accord? C'est vraiment notre projet commun, ce qui nous rejoint, et le collectif a été créé en mars 2019, d'accord? Et notre vision, c'est de bien reprendre les enjeux autour de la relocalisation de notre alimentation, ce que certains appellent la résilience alimentaire des territoires. Donc les enjeux sont assez nombreux. D'abord, c'est un enjeu environnemental, parce qu'on sait que les modes de production intensifs, on sait que les transports des aliments, et cetera, ça a beaucoup d'impact sur, les limites planétaires, le climat, et cetera. Donc c'est d'une part un projet environnemental. C'est également un projet sanitaire, donc pareil, c'est très documenté. On connaît les effets à long terme, des produits, qui sont utilisés, parfois dans l'agriculture. On connaît également les effets à long terme des produits ultra transformés. Donc il faut, voilà, ce projet n'est pas que environnemental, il est également sanitaire. C'est également social, c'est-à-dire que, relocaliser son alimentation, c'est créateur d'emplois, et créateur d'emplois qu'on ne peut plus délocaliser. Donc, à la fois sur l'agriculture, sur la cuisine, sur la transformation, et donc ça permet également de valoriser l'agriculture et de recréer un lien entre le rural et l'urbain. Donc ce projet, on le porte également parce qu'il est social. Il est également économique, parce que, voilà, vendre distribuer des produits, des aliments, qui ont, poussé sur notre territoire, qui ont été cuisinés sur notre territoire. C'est une économie locale à forte valeur ajoutée, et surtout la valeur reste sur le territoire. On sait qu'en plus en Charente, on a une monnaie locale, par exemple, donc c'est un projet qui s'intègre également dans ce type de philosophie autour des monnaies locales. Et enfin, c'est un projet, éducatif, parce que, beh, voilà, on a beaucoup, transgressé, on va dire, dans l'alimentation. Donc, il faut maintenant rééduquer les enfants et puis surtout leurs parents pour remettre, l'alimentation, la cuisine au centre de nos valeurs. Et derrière ça, il y a des valeurs de partage, d'entraide et de vivre ensemble, d'accord? Donc, ce projet, autour du collectif Mangeons Mieux, il est assez large, et pour nous, c'est vraiment un projet, plutôt sociétal que l'on souhaite mettre en avant à travers le collectif. Et alors notre vision, c'est que pour réussir à faire changer un peu et à évoluer dans ce domaine-là et transformer, cette manière, il faut, pas prendre chaque élément, chaque brique indépendamment, mais agir sur l'alimentation dans son ensemble, dans ce qu'on appelle de la fourche à la fourchette. Donc c'est pour ça qu'au niveau du collectif, on essaie d'agir sur l'amont, c'est-à-dire accompagner l'amélioration des pratiques agricoles. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup notamment avec la Maison de l'agriculture biologique. On essaie de favoriser et d'accompagner l'installation de nouveaux agriculteurs sur le territoire. Ensuite, il y a la partie distribution, donc il faut, développer des circuits courts pour, rendre les produits disponibles. Ensuite, il faut améliorer la manière dont on transforme et dont on cuisine ces produits, donc on accompagne dans l'amélioration des pratiques alimentaires. Et puis enfin, il faut sensibiliser et montrer que ce sujet est important, et donc on a aussi tout un volet autour de la sensibilisation. Donc voilà, donc voilà, au collectif, on essaie de prendre le la chaîne alimentaire dans son ensemble, et du coup, on a fait 3 gros axes de travail. Le premier, c'est que donc on veut faire, émerger une offre plus importante d'aliments bio locaux, d'accord? Le deuxième, c'est de en face, que si cette offre monte, il faut trouver des acheteurs, donc il faut qu'on encourage et qu'on mutualise les demandes, qu'il y ait plus de demandes sur ces produits bio et locaux. Et enfin, on travaille sur l'organisation de la logistique pour que, entre les acheteurs et les producteurs, les flux physiques puissent être mis en place de manière optimisée. C'est souvent là, en point de vue économique, que c'est compliqué, c'est souvent, lié à la logistique, donc on essaie de travailler sur ces 3 briques-là.
Et nos critères, ce qu'on s'est donné comme ambition, c'est d'aller vers une alimentation qui soit locale, durable, saine et équitable. Donc c'est des thèmes qu'on a travaillé au niveau du collectif. On a vraiment insisté sur qu'est-ce qu'on appelle local, par exemple. Local, ça ne veut pas forcément dire, produit juste à côté de chez nous, mais on s'est donné comme thème, c'est connaître le producteur, savoir comment c'est fait, qu'est-ce que c'est durable, et cetera. Donc on a travaillé sur ces thématiques-là également pour bien, asseoir et présenter nos ambitions en termes de la qualité de l'alimentation vers lequel, nous souhaiterions aller. Et en fait, donc assez rapidement, pour présenter, on a une feuille de route qui se résume en 5 points. Le premier, c'est donc je le disais tout à l'heure, aider, accompagner pour installer des producteurs sur le territoire. Donc là, on a créé avec la MAB, différents partenaires, on a créé ce qu'on appelle une cellule d'installation en maraîchage bio. Donc c'est une espèce d'endroit où se réunissent tous les intervenants pour accompagner les porteurs de projets, ceux qui souhaiteraient s'installer, pour les accompagner dans le long chemin, que comporte toute l'administration, la recherche de terrain, le financement et cetera, d'une installation, en maraîchage bio. Le deuxième sujet sur lequel on travaille et que donc on a lancé un groupe de travail en restauration collective. L'idée, c'est d'aller démarcher les restaurations collectives du territoire. Donc, qu'est-ce qu'on appelle restauration collective? Ce sont les écoles, les maisons de retraite, les entreprises, les cantines scolaires évidemment, j'en oublie peut-être donc pardon, bah, oui, pardon, les écoles et les cantines scolaires, c'est la même chose. Mais, enfin voilà, donc la restauration collective et donc, l'idée, c'est de regrouper tous ces gens-là qui achètent des légumes en assez grande quantité, enfin des produits locaux des produits en assez grande quantité et essayer de faire, émerger des besoins et qu'on s'organise pour, favoriser l'achat de produits, locaux, qui soient, fabriqués sur le territoire. Ensuite, le troisième volet, donc, pour la restauration collective, on a développé une offre pour accompagner les structures qui veulent mettre en place cette alimentation saine et locale. Il existe des labels, il existe des accompagnements, donc on va aider, les cuisiniers, les organisations pour que, voilà, il faut changer un peu sa manière de cuisiner pour vraiment avoir des produits bruts, et cuisinés sur place. Donc on accompagne les structures qui le souhaitent sur ces sujets-là. Et le 4e volet, c'est donc travailler sur la logistique. Donc, là aussi, c'est surtout avec on travaille beaucoup avec les producteurs, charentais pour mettre en place des flux logistiques pour pouvoir rendre les produits disponibles entre les producteurs et les cuisiniers. Et puis enfin, le dernier volet sur lequel on travaille, on organise plusieurs événements de sensibilisation citoyenne. Les plus connus, ou en tout cas ceux sur lesquels on a le plus de monde, c'est donc on organise, tous les ans un pique-nique, zéro déchet. Donc c'est l'occasion de se retrouver autour de ce projet-là et on fait, pas mal d'animations également autour de cette thématique du manger mieux, on va dire. Voilà, donc j'en ai fini sur cette, introduction, sur le collectif Mangeons Mieux et donc maintenant je vais laisser la parole à Florian, et donc on va visionner sa vidéo, la vidéo qu'il a préparée, pour nous présenter qu'est-ce que la lactofermentation et pourquoi la lactofermentation a tout de bon. Merci à tous et on se revoit après pour les questions. Bonsoir à toutes et à tous. Un grand merci d'être ici ce soir. J'aimerais commencer en remerciant le collectif Mangeons Mieux et Grand Cognac qui me donne la parole ce soir sur le thème de la lactofermentation. Merci, merci à vous. Et aussi un grand merci à ma petite maman qui n'y connaît rien du tout à la lactofermentation et qui ce soir va poser toutes les questions qui vous traverseront l'esprit, tout ce que vous voulez savoir sur la lactofermentation. Elle posera les bonnes questions. Voilà, donc merci, merci à elle. Voilà, c'est quoi là, cette lactofermentation là? C'est un truc qui pourrit avec du lait? C'est quoi? Alors non, la lactofermentation, ce ne sont pas des légumes qui pourrissent, et encore moins avec du lait. C'est vrai que lacto, dans lactofermentation, peut porter à confusion, peut nous faire penser au lactose et donc au lait. Mais il n'y a absolument pas de lait dans les légumes lactofermentés. En fait, lacto vient du nom des bactéries qui sont en jeu. Donc on trouve beaucoup de bactéries dans les légumes lactofermentés, mais une des principales, ce sont les lactobacilles. Il existe plein de sortes, de familles de lactobacilles différentes, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là ce soir et ça dépasse un petit peu mon savoir. Mais voilà, savoir que le mot lacto dans lactofermentation, il provient tout simplement du nom des bactéries, des lactobacilles.
Et fermenter, ce n'est pas égal à la pourriture. La fermentation, on est vraiment sur quelque chose de différent. La définition simple de la fermentation, en fait, c'est la transformation de glucides dans un milieu anaérobie en général. Donc anaérobie, c'est sans oxygène, c'est un mot que je vais probablement utiliser plusieurs fois ce soir. Donc vous avez des fermentations aérobies avec un contact avec l'oxygène, c'est aussi possible. Mais en tout cas, dans le cadre des légumes lactofermentés, ce dont je vais vous parler ce soir, on est sur des fermentations sans oxygène, donc anaérobie. Alors pour faire simple, la lactofermentation, moi j'aime bien prendre cet exemple-là parce que ça ramène à quelque chose de connu ou au moins quelque chose dont on a entendu parler, c'est la choucroute, la fameuse choucroute alsacienne, bon, aussi en Allemagne. Mais c'est un plat qu'on connaît, qu'on a au moins goûté une fois, on en a entendu parler, mais on se pose pas forcément la question qu'il y a eu une lactofermentation en fait pour la préparation de ce plat. En effet, avant la cuisson, le chou, il est lactofermenté. Donc c'est ce qui donne en fait ce petit goût un petit peu acide, cette petite aigreur si particulière à tous les aliments lactofermentés. Mais en fait, pour faire simple, la lactofermentation, c'est la transformation des glucides, donc des sucres complexes qu'il y a dans les légumes, par l'action des lactobacilles. Ces lactobacilles, en fait, ces fameuses bactéries dont je parlais tout à l'heure, elles transforment c'est pas qu'elles transforment, c'est qu'elles se nourrissent des glucides des légumes et elles sécrètent de l'acide lactique. C'est cet acide lactique-là qui non seulement permet la conservation, car il fait vite chuter le pH. J'en parlerai tout à l'heure, mais en l'espace de 2 à 3 semaines, le pH chute et la préparation, le milieu est suffisamment acide pour établir une protection naturelle, en fait, si vous voulez. Il n'y a aucun pathogène qui, du coup, pourra coloniser ce milieu-là, à part les lactobacilles qui sont dans un environnement, elles créent un environnement qui leur plaît, ce qui leur convient. Waouh, mais c'est génial ce truc! Ça fait longtemps que ça existe? Alors, je n'ai rien inventé. La lactofermentation, ça fait très très longtemps que ça existe. C'est une tradition, une culture qui est millénaire. Il y a des vestiges qui ont été retrouvés avec des traces dans des amphores, dans des contenants, avec des traces de levure de certaines bactéries qui prouvaient que les humains à cette époque avaient déjà apprivoisé, étaient déjà familiers avec la lactofermentation dans des contenants. Donc, j'ai plus les dates en tête, mais je sais que c'est plusieurs milliers d'années. Et en fait, la lactofermentation, avec la cuisson, ça fait partie des deux méthodes de transformation, de préparation que l'humain a apprivoisé en premier. Soit il faisait cuire ses aliments pour les rendre digestes, soit il les faisait fermenter. Et c'est vrai que c'est malgré la très grande ancienneté de cette technique de conservation, de préparation, elle a malheureusement été un petit peu oubliée depuis l'avènement de la pasteurisation, de la surgélation, la congélation, l'accès très facile au frigo. Petit à petit, quelque chose qui faisait partie du quotidien, quelque chose que tout le monde savait faire, son chou lactofermenté, ses cornichons, les légumes en saumure, c'était vraiment quelque chose d'assez commun chez les familles et petit à petit, le progrès, la technologie a fait qu'on avait d'autres manières de conserver les aliments. La lactofermentation, c'est assez surprenant et c'est passionnant aussi. Elle a été présente sur tous les continents, dans toutes les civilisations. Partout? Eh oui, partout, Partout. partout. En Europe? En Europe, en Europe, la choucroute, le kéfir, les cornichons, le pain au levain, le vin. En Afrique? En Afrique, il y a les bouillies de céréales, les bières de céréales, les poissons fermentés, plein d'autres aliments fermentés que je connais pas. En Asie? Alors en Asie, il y a le miso, le soja, le tempeh, le natto, le gnocchman, et j'en passe. En Amérique latine? En Amérique latine, alors en Amérique latine, il y a le pulque, le pozole, le tepache. En Ouganda? Alors du coup, je disais,
La lactofermentation. Bref, vous voyez bien que la lactofermentation et la fermentation en général, on en trouve dans tous les continents, dans toutes les cultures. Et si vous voulez approfondir sur le sujet, je vous recommande vivement de lire un livre de Marie-Claire Frédéric, une spécialiste de la fermentation en France. Elle a écrit un livre sur l'histoire de la fermentation. Et pas qu'en France et en Europe, vraiment partout. Et il est assez intéressant. Il n'y a pas beaucoup de recettes, mais par contre, on en apprend beaucoup sur les cultures de la fermentation et l'histoire de la fermentation. Ah oui, 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 je commence à comprendre, hein. Mais et comment ça marche alors? Alors, comment ça marche? C'est assez simple et c'est un des grands avantages de la lactofermentation. C'est qu'il y a très peu de matériel nécessaire. C'est pas du matériel coûteux. En général, on peut s'en sortir avec ce qu'il y a dans la cuisine, tout simplement. Il vous faut, pour faire un bocal de légumes lactofermentés, il vous faut des légumes, un peu de gros sel, de l'eau si vous faites quelque chose en saumure, parce qu'il existe deux grandes manières de faire des légumes lactofermentés. J'en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure. Vous avez la saumure ou le salage à sec. Voilà, je vous explique tout à l'heure. Et il vous faut aussi un bocal, un contenant. Donc voilà, des légumes, du sel, un bocal, et une planche à découper, un couteau, 1 heure devant soi, et puis on peut faire un petit bocal de légumes lactofermentés sans problème. Pour faire simple, il suffit d'émincer, de couper assez finement ces légumes, d'y rajouter du sel, entre 1 et 2% du poids total. Ça aussi, je vous expliquerai un peu plus tard les pourcentages de sel. Et on mélange tout ça, on le fait dégorger les légumes, le sel fait dégorger les légumes, et ensuite on le met dans un bocal propre, même pas besoin de le stériliser, juste un bocal propre, on tasse bien pour chasser toute l'air, tasser les légumes pour que les jus remontent et que tous les légumes soient submergés, et on ferme le pot et on attend. Voilà. Bon là je schématise un petit peu, mais c'est quand même quelque chose d'assez simple, il n'y a pas de grande technique, c'est pas de la pâtisserie, il n'y a pas besoin de matériel très coûteux, c'est très facile à mettre en place à la maison. Ah ouais, c'est tout. Et oui, c'est tout. Et ensuite, il suffit d'attendre 2 à 3 semaines pour que le milieu s'acidifie, que les légumes soient conservés et protégés naturellement par la présence des lactobacilles et l'acidité. En l'espace de 2 à 3 semaines, en fait, le pH de la préparation du milieu chute à environ 3,4, 3,6 selon les légumes, les préparations, les températures de fermentation. Mais en général, c'est toujours le même schéma. Euh, Comme vous pouvez le voir sur ces deux graphiques, voilà, que j'ai réalisé sur des légumes lactofermentés que moi j'ai préparés. Donc il y a un lot de choucroute et un lot de kimchi qui ont fermenté à la même température, à 20 degrés, pendant 30 jours. Et moi, chaque jour, j'ai fait une prise de pH à chaque fois sur chaque lot pour établir une courbe de la chute du pH. Et vous voyez bien que ce soit pour la choucroute ou le kimchi, qu'on est plus ou moins du coup sur la même courbe, et le pH chute quasiment de la même manière. On se rend compte qu'au bout voilà, d'une quinzaine de jours, le pH passe en dessous de 4 et vient se stabiliser à entre 3,6 et 3,4. Et ça, c'est un peu l'objectif à atteindre quand on fait des légumes lacto-fermentés. C'est ce 3,4, 3,6 de pH, parce qu'en fait, il assure la protection naturelle contre les plus grands pathogènes alimentaires qu'on connaisse, donc les salmonelles, le botulisme, Escherichia coli, toutes les entérobactéries en fait ne peuvent pas supporter un milieu aussi acide, contrairement aux lactobacilles. Euh, voilà, donc ça on en parlera un petit peu quand je parlerai de l'hygiène et des risques que représente la lactofermentation. Mais ce pH-là en fait permet une sécurité alimentaire. On ne peut pas se tromper en fait. Une fois qu'on a ce pH-là, on sait que ça va fonctionner. Ouais, bah ça a pas l'air d'être compliqué ton truc là. Ah, moi aussi je pourrais le faire. Et oui, toi aussi tu peux le faire, tout le monde peut le faire. C'est vraiment à la portée de toutes et de tous. Comme je disais juste avant, on a tout ce qu'il faut normalement dans la cuisine. C'est assez facile à mettre en place. Ok, d'accord. Euh, et je fais quoi? Alors pour faire simple, étape par étape, vous commencez par, comme je disais avant, bien laver et brosser vos légumes. Ensuite, très important, il faut, avant de commencer, peser les légumes pour savoir
combien vous avez de légumes parce qu'ensuite on va rajouter du sel et on parle toujours de pourcentage par rapport au poids total des légumes. Donc on met entre 1 et 2% de sel, ça j'y reviens tout de suite. Mais voilà, du coup pensez à bien peser vos légumes avant de commencer. Et ensuite vous les émincez, vous les coupez, la taille de la coupe en fait dépend vraiment du résultat que vous voulez obtenir. On peut faire plein de choses différentes. Si vous les émincez, vous les râpez, vous faites quelque chose de fin, vous allez plutôt être sur quelque chose qui va fermenter assez rapidement, qui sera prêt dans les 2-3 semaines. Donc ça dépend aussi vraiment de quand est-ce que vous voulez manger les préparations que vous faites. En fait, quand on râpe ou quand on fait des choses émincées assez fines, la surface de contact est beaucoup plus grande et du coup la fermentation voilà, va se faire beaucoup plus rapidement que si on fait, pour prendre l'autre extrême, du coup une carotte entière ou un chou entier. Là, le temps que les bactéries vraiment transforment tous les glucides va être beaucoup plus long, le temps qu'ils pénètrent jusqu'au cœur du légume. Donc voilà, vraiment une question de... Et ces légumes-là vont rester plus croquants aussi, c'est-à-dire qu'une carotte entière dans une saumure, elle va rester croquante pendant des années. Euh, un chou, euh, un chou lacto-fermenté en entier, pareil, il va rester croquant très longtemps. Il y a d'ailleurs un plat qui se fait dans l'Europe de l'Est et en Turquie qui s'appelle le sarma, qui est fait en fait avec un chou lacto-fermenté entier, duquel on prélève les feuilles en fait une par une, on prépare une farce et on fait un petit roulé en fait avec la feuille du chou lacto-fermenté qu'on fait cuire ensuite avec du lard et d'autres choses. C'est super bon. Mais voilà, en fait, vous avez ces deux extrêmes-là, donc émincé très fin qui va être prêt en quelques semaines, à des légumes entiers qui vont prendre voilà, des mois, voire des années à être prêts. Et vous pouvez du coup choisir entre ces deux-là et faire peut-être des choses différentes pour pouvoir échelonner un peu vos condiments lacto-fermentés. Vous pouvez en faire des émincés, des râpés assez fins pour pouvoir les manger rapidement et en faire d'autres en plus gros morceaux pour les manger plus tard. Et du coup, vous en aurez toujours un peu qui est prêt. L'idée, c'est d'en avoir toujours un pot prêt à manger. Je reviens du coup sur le gros sel. Donc, vous allez ajouter entre 1% et 2% du poids total de vos légumes. C'est pour ça que c'est important de les peser avant. Si vous cherchez un petit peu sur Internet, vous aurez peut-être des proportions de sel un peu différentes. On trouve plus souvent entre 3 et 5% du poids total des légumes. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai trouvé ça très très salé. Euh, et en fait, on vous conseille aussi souvent, par exemple, pour la choucroute, de la rincer avant de la manger ou de la cuire. Ce qui est très dommage parce qu'en la rinçant, du coup, on perd tout plein de choses qui sont dedans, en fait, les bactéries, certainement plein de minéraux, de choses. Donc l'idée, plutôt que de mettre 3 à 5% de sel pour la fermentation, on réduit la dose de sel en amont. Moi, je suis vraiment tombé à 1,5%, pas plus, pour tout ce que je prépare. Et du coup, ça fait quelque chose de moins salé. La fermentation se fait tout aussi bien. La conservation aussi peut se faire sur de longues durées. On n'a pas besoin de rincer les légumes. Et puis, ça nous fait consommer moins de sel aussi, parce que 3 à 4% de sel sur 1 kilo, c'est quand même beaucoup. Donc voilà, moi je suis plutôt sur ces doses-là de sel, avec une petite variation quand même selon les saisons. Il faut savoir qu'en hiver, on peut se permettre de mettre même pas 1,5%, juste 1% de sel du poids total, tout simplement parce que les températures ambiantes sont plus basses. En fait, il fait simplement plus froid. Et la fermentation, naturellement, prend un peu plus de temps à démarrer, comparé aux températures ambiantes d'été, où il fait tout de suite plus chaud dans la maison. On peut vite être à 24, 25, voire plus. Là, la fermentation démarre très vite. Dans ces cas-là, on met un petit peu plus de sel. On peut passer à 2%, allez, 2,5% pour vraiment ralentir le départ de la fermentation. Le sel, il sert aussi à ça. C'est un exhausteur de goût. C'est un conservateur, donc il permet de conserver dans la durée. Et dans le cas de la lactofermentation, c'est un régulateur de la vitesse de la fermentation. Donc plus on met de sel, plus la fermentation va mettre de temps à démarrer. Pour vous donner un exemple, les fermentations longues, comme le miso, les olives, le citron confit, on peut aller jusqu'à 10-15% de sel, mais c'est des produits qu'on mange 6 mois, 1 an, 2 ou 3 ans plus tard. Les sauces soja, pareil, c'est des fermentations de plusieurs années, parce qu'elles sont très très salées au départ. Voilà pour le sel. Ensuite, une fois que vous avez émincé ou coupé vos légumes, peu importe selon la taille, mis le sel, vous pouvez
Alors c'est une option, moi, que je recommande vivement, c'est y mettre des épices. Ils mettent, voilà, moi j'ai une grosse passion pour l'ail, le gingembre et le piment. C'est pour ça que j'adore le kimchi. On peut mettre d'autres choses aussi, des graines, des aromatiques, des choses fumées. On peut très bien, ça, je sais que ça se fait aussi dans certains pays, rajouter des viandes, des poissons déshydratés, des choses comme ça, de la sauce soja, du gnocchman, du miel, du sucre, pourquoi pas. Mais vraiment, en fait, voir ça comme de la cuisine et de la création. On n'est pas vraiment sur un légume et du sel, comme on peut le voir bah, souvent dans les épiceries bio, dans les biocoop. On voit carottes lacto-fermentées, betteraves lacto-fermentées, choux lacto-fermentés. C'est uniquement un légume et du sel. Et souvent, on me dit, bah, tout a le même goût. Et du coup, quand c'est fait comme ça, je suis assez d'accord. C'est vrai que tout va avoir un petit peu le même goût, mais dès lors qu'on commence à mettre des épices, des aromatiques, du gingembre, de l'ail, là, on commence à avoir des choses intéressantes. Donc voilà, faites-vous plaisir, faites des tests, marquez tout ce que vous faites pour avoir des traces de ce qui est réussi, de ce qui n'est pas réussi. Mais vraiment, lâchez-vous. Vous pouvez mettre des fruits aussi. J'avais fait, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait du kimchi avec, dans lequel j'avais intégré du kaki, qui se délitait en fait, mais qui apportait du sucre et de la texture. Dans la choucroute, on met souvent de la pomme aussi, ça se fait beaucoup en Alsace. Voilà, soyez. Oui. Il n'y a pas de. Enfin, la limite, c'est votre imagination, c'est tout. Euh, du coup, voilà, une fois que vous avez fait tout ça, vous mélangez bien et il vous suffit de mettre ça dans un pot qui n'a pas été stérilisé, qui a été juste lavé, voilà, lavé à l'eau chaude, comme je disais tout à l'heure. Et voilà, vous en mettez deux trois poignées dans un pot, vous le tassez bien pour chasser toute l'air. Vous répétez ça jusqu'à arriver. Alors pas à ras le pot, laissez toujours un petit peu de place parce que vous le verrez avec l'expérience qu'on est vraiment sur de l'alimentation vivante et que vos préparations elles sont vraiment elles sont vivantes quand elles font du bruit, des fois ça déborde un petit peu donc mettez toujours peut-être une soucoupe ou quelque chose pour protéger pour pas que pour pas que vos bocaux salissent votre table ou votre buffet, je sais pas où vous les mettrez, mais voilà, mettez quelque chose dessous parce que ça peut en effet même un petit peu déborder, un peu déborder parfois. Donc voilà, vous remplissez votre pot jusqu'aux trois quarts, quoi, et tassez bien que les légumes soient bien submergés. Rappelez-vous l'anaérobie, donc il ne faut pas d'oxygène, et des légumes submergés ne peuvent pas être en contact avec l'oxygène. Et c'est probablement une question que vous allez me poser, donc j'y réponds tout de suite. Pour les types de bocaux qu'on peut utiliser n'importe quel contenant, mais sachez que les pots à joint, donc tout ce qui est type le parfait, sont quand même vachement plus pratiques. Juste parce qu'en fait, une fois que le bocal est fermé avec le joint, on est sûr que l'oxygène ne peut pas rentrer. Donc en fait, le milieu anaérobie est déjà créé juste avec le bocal. Tandis que bah, les pots à confiture à visser ou d'autres pots sont même bien fermés, ils ne sont pas complètement fermés hermétiquement, donc potentiellement il y a un peu d'oxygène qui peut rentrer. Et donc c'est vrai que voilà, les pots à joint sont quand même idéaux. Après, on peut le faire dans n'importe quel contenant. Avant, on faisait ça dans des gros tonneaux en bois, on faisait des choucroutes pour toute la famille ou tout le village, et on mettait un ou deux gros torchons ou des serviettes avec des grosses pierres qui lestaient, et la surface moisissait en fait, mais c'est quelque chose qu'on savait, et si ça arrive sur vos pots aussi, c'est pas très grave. La moisissure en surface, le restant en surface, elle peut pas en fait coloniser la saumure, le liquide qui est gorgé de lactobacilles et qui est très acide. Donc c'est toujours en surface, donc ça on gratte, on enlève et on consomme ce qu'il y a dessous, c'est tout à fait comestible. Oh, mais c'est trop génial! En fait, avec mon potager, quand j'ai un surplus de légumes, je pourrais les conserver comme ça. Mmh. Exactement. Voilà, couplé au potager, la lactofermentation, c'est absolument génial parce qu'on peut du coup vraiment passer tous les surplus du potager. Et voilà, il y a toujours des moments bah, particulièrement en été, où on a vraiment trop de courgettes, trop de tomates, trop de tout. Et du coup, on peut conserver ça sans énergie. On y reviendra du coup sur le côté énergivore de la lactofermentation. Mais ça prend peu de temps pour conserver des grandes quantités de légumes sur de longues durées. Euh, et voilà, et même au-delà de conserver les légumes du potager, moi c'est mon cas, c'est ce que je fais avec mon entreprise, c'est de remettre en valeur des légumes un petit peu abîmés, trop petits, trop gros, biscornus, ce qu'on appelle, enfin ce qu'on appelle avec les maraîchers avec qui je travaille des légumes déclassés. Mais c'est aussi voilà une manière en fait de anti-gaspillage
de remettre en valeur des légumes ils auraient été compostés. C'est pas très grave non plus, mais ils sont quand même toujours bons à consommer. C'est dommage de les composter ou de les donner aux animaux. Voilà, ça peut être une technique très intéressante d'éviter voilà, de jeter des tonnes de légumes. Ok, je me lance. T'es sûr que je peux tout lacto-fermenter? Alors, est-ce que tu peux tout lacto-fermenter? Ou techniquement, oui. C'est-à-dire que tout ce qui a des sucres, en tout cas, tout ce qui a des glucides, peut être lacto-fermenté. Moi, je vais rester dans le domaine que je connais, donc c'est plutôt les légumes lacto-fermentés. Dans le monde des légumes, il y a presque tous les légumes qui peuvent être préparés comme ça. Il y en a certains qui donnent pas forcément des résultats très satisfaisants en termes de goût. En tout cas, après, moi, ça, c'est moi qui parle, c'est mes expériences. Je sais que le chou-fleur, par exemple, j'ai pas trouvé ça incroyablement bon. Tout ce qui est un peu riche en amidon, la pomme de terre, c'est assez délicat aussi. Avec de la patate douce, j'avais réussi à faire des choses assez sympas. Très souvent dans les blogs que vous allez trouver, ou alors sur les tutoriels, les vidéos sur YouTube, tout ce qui parle de lactofermentation, ils vont souvent vous conseiller de démarrer avec des légumes divers, type le chou, tous les légumes racines, carottes, betteraves, navets, qui gardent bien leur croquant. C'est vrai que tous les légumes d'été, la tomate, la courgette, l'aubergine, tous les poivrons, les piments, les choses comme ça, après fermentation, ils ont tendance à très vite ramollir en fait et à ne plus garder du tout de croquant. Et c'est vrai que quand on s'attend à un petit peu de croquant en bouche et qu'on le mange et que c'est tout mou, ça fait un petit peu bizarre. C'est pas forcément très agréable. En tout cas, moi, je trouve pas ça très agréable. Et du coup, l'idée de commencer avec des légumes croquants, c'est de faire quelque chose qui soit acidulé, qui soit croquant, qui soit encore bon et qui est très facile à réaliser. Tous les légumes d'été, il y a des étapes qui vont être ajoutées parce qu'on va les transformer plutôt sous forme de sauce, de chutney, de salsa, de petites purées, de choses comme ça. Donc voilà, pour démarrer, voilà, une bonne choucroute, il n'y a rien de plus simple. Juste du chou, du gros sel, quelques épices selon les recettes et ça suffit. Donc pour démarrer, voilà, moi je vous conseille de voilà, faire de la choucroute ou alors du kimchi qui est un peu l'équivalent coréen, beaucoup plus relevé avec de l'ail, du gingembre, du piment. C'est une recette que j'aime beaucoup présenter moi en atelier quand j'anime des ateliers pour apprendre à faire ces légumes lacto-fermentés. Euh, et les légumes, voilà, les légumes d'été, moi je fais des sauces au piment, douces ou piquantes. On peut faire du ketchup avec de la tomate. Pour la petite anecdote, le ketchup, si on remonte un petit peu dans le temps, c'était un condiment issu d'une fermentation lactique, d'une lactofermentation à base de tomates, de sauce soja et d'autres choses qui vient de Malaisie, qui s'appelle le kassap. Et ensuite, voilà, les Occidentaux se sont réappropriés la technique et le nom, qui est devenu ketchup du coup. Mais à l'origine, voilà, c'était un produit issu d'une lactofermentation et beaucoup de, beaucoup de choses, beaucoup de produits, de condiments aujourd'hui qui sont conservés au vinaigre, comme le ketchup. Si on remonte un petit peu dans le temps, très probablement, ils étaient préparés par fermentation avant. Ça peut être le cas de la moutarde, les cornichons avant, c'était plutôt fait en saumure que dans du vinaigre. Le ketchup dont je viens de parler, les achars, tout plein de préparations stabilisées au vinaigre. Avant, c'était probablement de, de la lactofermentation. Voilà, je ferme la parenthèse. C'est parti! Ça y est! T'es sûr de toi là? On va pas s'empoisonner avec ça? On pasteurise pas, t'es sûr, hein? Alors non, surtout, on ne pasteurise pas des légumes lactofermentés, ce serait quand même dommage. En les pasteurisant, en fait, on tue toutes les bonnes bactéries qu'ils contiennent. Et nous, ce qu'on veut, c'est les manger, ces bonnes bactéries, voilà, pour notre flore intestinale, notre microbiote. Donc non, il n'y a pas de traitement thermique. Un légume lactofermenté, il est cru. Même si, de par sa texture, on peut penser que voilà, il a été un petit peu cuit, ou c'est pas aussi croquant qu'en tout cas qu'un légume cru. Mais il reste cru.
C'est juste les lactobacilles qui ont prédigéré, en fait, qui ont, comme j'expliquais avant, qui ont cassé les chaînes de glucides, les chaînes complexes de glucides. Ça fait que voilà, le légume perd un peu de sa texture. Mais en tout cas, voilà, pas de pasteurisation, même si, du coup, faites attention quand vous en achetez, quand vous en trouvez en Biocoop ou en magasin, vérifiez toujours parce que c'est une mention obligatoire sur le bocal s'il a été pasteurisé. Et moi, j'ai déjà vu en fait des légumes lacto-fermentés pasteurisés, donc ils sont très souvent voilà, mis avec les conserves à température ambiante. Ils ne sont pas forcément vendus dans les frigos comme peuvent l'être d'autres légumes lacto-fermentés. Voilà, donc juste petite attention à avoir sur ça. Donc oui, on ne pasteurise pas tout simplement parce que c'est la vie en fait qui protège les légumes lacto-fermentés. J'aime bien ce petit exemple des chaises musicales, il faut vraiment voir ça comme ça. Les lactobacilles en fait se développent tellement rapidement et prennent tellement toute la place dans un bocal ou dans une cuve, enfin dans le contenant en tout cas utilisé pour la préparation, qu'elles ne laissent la place à personne d'autre. Donc c'est vraiment exactement comme les chaises musicales. S'il y a par malheur un petit pathogène, une petite moisissure qui arrive, il n'y a aucune place pour elle pour se développer. Et en plus de ça, c'est trop acide. Voilà, l'omniprésence des lactobacilles plus l'acidité protège naturellement vos légumes lactofermentés. Donc il ne faut vraiment pas avoir peur de ça. Je sais que voilà, ne pas pasteuriser, ne pas stériliser, on se dit oulala, mais je vais m'empoisonner, c'est pas possible. Non, surtout ne vous inquiétez pas. Et en plus de ça, un autre avantage de la lactofermentation, c'est que si c'est loupé, on le sait tout de suite, ça peut avoir une odeur nauséabonde, ça n'a pas forcément une très jolie tête. Euh, et en fait, faites confiance à vos cinq sens. Si déjà, visuellement, c'est pas très joli, bon, ça démarre pas très très bien. Si ça a une odeur assez forte, voilà, c'est mal parti. Et si vous osez goûter et que ça n'a pas bon goût, bah voilà, enfin, jetez tout et recommencez. C'est pas très grave, c'est en faisant qu'on apprend. Mais en tout cas, voilà, faites confiance à vos cinq sens. Mais en général, il suffit de s'arrêter aux odeurs. Il n'y a pas d'odeur nauséabonde normalement. Les légumes lacto-fermentés, ça peut avoir une odeur un peu forte, un peu particulière, surtout pour voilà, des nez et des palais qui sont pas avérés. Mais en tout cas, c'est pas des odeurs irrespirable, voilà, ça reste quand même, ça peut faire, je sais pas l'adjectif, j'y mettrais bizarre ou pas comme d'habitude, mais en tout cas, voilà, c'est pas insupportable. Euh, donc vous ne vous empoisonnerez jamais avec des légumes lacto-fermentés. Ça reste aujourd'hui la manière la plus sûre de conserver un légume. Il y a eu pas mal de cas, par exemple, de personnes qui sont mortes de botulisme dans les conserves de tomates, qui sont des bactéries qui peuvent résister à des températures assez hautes, qui ne résistent pas à l'acidité, mais par contre à des traitements thermiques assez hauts. Et si on ne les a pas fait chauffer assez longtemps à une température suffisamment élevée, ben on a tué tout le vivant. Donc on laisse toute la place à cette bactérie-là, donc par exemple le botulisme, qui va du coup coloniser tout le milieu. Elle est inodore, elle est invisible, donc voilà. Et ça, on ne peut pas savoir, on peut pas deviner il y a un problème dans telle ou telle conserve. Voilà. Tandis que la lactofermentation, grâce à l'acidité et au vivant en fait qu'il y a dans vos préparations, il n'y a vraiment aucun risque de, de s'empoisonner. Ouais, mais alors la lactofermentation, c'est qu'avec des légumes? Et alors non, la lactofermentation, ce n'est pas qu'avec les légumes. Moi, c'est un petit peu ma spécialité, mais il y a plein d'autres fermentations lactiques. Vous avez dans les boissons le kéfir, le kombucha, toutes les boissons fermentées au levain de gingembre, le ginger beer. Vous avez les fermentations de viande et de poisson. Pour le poisson, le Nyokman, qui est une sauce assez connue en Asie. Le saucisson, c'est une fermentation lactique. Donc il y a plein de produits du quotidien qu'on consomme. On n'a pas forcément idée que ce sont des produits fermentés ou qui sont issus d'une fermentation ou dont la fermentation fait partie du procédé de fabrication, comme le cacao, le chocolat. En fait, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la vie de tous les jours et en fait des aliments les plus délicieux du monde, si on y réfléchit. Voilà, la sauce soja, le miso, le pain au levain, le vin, le fromage, les bières.
C'est vraiment tous les icônes et tous les symboles des gastronomies du monde entier. Souvent, ce sont des produits issus de fermentation et c'est pas un hasard. C'est parce que la fermentation développe des arômes incomparables, elle sublime, elle bonifie des produits. Ah, du coup, qu'est-ce qui se passe quand on mange des légumes lactofermentés? Les légumes lactofermentés, on en entend de plus en plus parler sur les bienfaits qu'ils apportent. La communauté scientifique est vraiment en train de se pencher sur le sujet. D'ailleurs, j'aimerais vous parler si vous avez le temps et que vous avez envie d'approfondir un petit peu, il y a l'INRA qui a sorti un rapport en octobre dernier qui s'appelle Flegme. Je le mettrai dans la description, il sera mis dans la description de la vidéo. C'est un rapport sur la fermentation des légumes avec une étude du coup de plusieurs échantillons qui proviennent de pays différents et des échantillons de professionnels et de particuliers qui ont été faits dans des conditions vraiment différentes. Et voilà, le rapport est très intéressant. Vous avez vraiment tous les résultats obtenus et qui du coup certifient que voilà, c'est une méthode de conservation très sûre sur tous les échantillons trouvés. Ils n'ont trouvé aucun pathogène, aucune entérobactérie, rien du tout. Même fait chez des particuliers dans des conditions pas forcément idéales. Donc voilà, si vous voulez approfondir sur le sujet, allez lire le rapport. Mais sinon, je reviens aux bienfaits des légumes lactofermentés. Un des plus grands bienfaits qu'on leur attribue, en fait, c'est vraiment de manger toutes les bonnes bactéries qu'ils contiennent. En fait, dans une cuillère de légumes lactofermentés, vous allez avoir des millions, voire des milliards de bactéries. Des milliards? Oui, oui, des milliards de probiotiques, de lactobacilles et de plein d'autres micro-organismes qui sont très bons pour nous en fait, et en mangeant ces légumes lactofermentés et d'autres produits fermentés aussi, hein, il faut vraiment avoir un panel très, très divers, c'est vraiment l'idéal. En les mangeant, vous mangez toutes ces bonnes bactéries qu'ils contiennent et qui va réensemencer votre flore intestinale. Et du coup, une flore intestinale en bonne santé, c'est garante d'une bonne digestion, et d'un état de santé général qui est bon. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un lien très fort entre notre système nerveux et notre microbiote. Et voilà, un microbiote, une flore intestinale en bonne santé, voilà, c'est un bon système immunitaire. Voilà, c'est un corps qui fonctionne, un corps qui va bien. Euh, donc, manger des légumes lactofermentés, l'idéal c'est de les manger en petite quantité mais régulièrement. Il vaut mieux manger un petit peu tous les jours des légumes lactofermentés que de se dire une fois par semaine on se fait une grosse quantité. Je pense que vraiment voilà, la microdose vraiment quotidienne est l'idéal, quoi, parce qu'on réensemence pardon, sans arrêt notre flore intestinale. Un des autres bienfaits des aliments lactofermentés, des légumes lactofermentés, c'est qu'on est vraiment sur, des fois on a tendance à l'oublier, mais on est sur des légumes crus. Donc qui dit légumes crus dit ils ont gardé tous leurs nutriments, toutes leurs vitamines, et non seulement ils ont gardé, mais parfois elles ont augmenté. L'aliment le plus étudié, parce qu'il est le plus connu, c'est la choucroute. Et il y a des études qui ont été faites sur la choucroute. Ils se sont rendus compte qu'après fermentation, le taux de vitamine C avait augmenté. Le chou cru, c'est un aliment très riche en vitamine C. Après fermentation, il l'est encore plus. Voilà, j'imagine que c'est aussi le cas pour d'autres légumes. Il faudrait que la science se penche dessus et faire des études pour chaque légume. Mais si ça l'est pour le chou, j'imagine que ça l'est pour d'autres légumes aussi. Les légumes lactofermentés, on parle aussi de biodisponibilité, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus digestes et plus assimilables pour nous, grâce à tout le travail qui a été fait en amont par les bactéries. Elles ont prédigéré en fait en quelque sorte les aliments, les légumes, et du coup ils nous sont beaucoup plus assimilables pour nous. C'est pour ça qu'on les mange d'ailleurs en petite quantité, parce qu'ils sont très facilement, on les digère très bien, et en plus de ça ils sont un petit peu salés, ils sont très riches en micro-organismes, donc voilà, il faut les manger vraiment en quantité de condiments et d'accompagnement. Ce sont de toute façon voilà, des condiments, pas des plats à part entière. Alors je pense qu'on peut vraiment dire un grand merci à toutes ces bactéries, toutes ces petites lactobacilles et tous les petits micro-organismes qui travaillent pour nous. Parce que voilà, rappelez-vous que quand on fait des légumes lactofermentés, on ne fait pas grand-chose, on fait juste créer un environnement idéal pour le développement
de ces petits micro-organismes-là qui font tout le travail en fait. Donc voilà, merci à toutes les souches de lactobacilles et autres du monde entier. Mmh. Mmh. C'est un peu salé, hein. J'en connais une qui a pas très très bien écouté. Il faut attendre 2 ou 3 semaines avant de les manger. Oups. Pour conclure, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il va y avoir un petit moment de questions-réponses. Voilà, n'hésitez pas à rester si vous avez des questions à me poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Ce sera aussi mis dans la description de la vidéo, mais j'aimerais juste vous citer quelques livres qui, moi, m'ont beaucoup aidé. Il y en a un petit peu derrière moi. Hop. Moi, une des bibles pour moi de la fermentation, c'est ce livre-là qui en plus a été traduit en français par donc l'auteur, c'est Sandor Katz, qui est un Américain, qui est un peu l'équivalent de Marie-Claire Frédéric en France. Il a vraiment relancé la tradition, il a remis sur le devant de la scène les traditions et les cultures de fermentation. Donc celui-ci est vraiment chouette. Il en a fait d'autres. Il y a évidemment tous les livres de Marie-Claire Frédéric, donc sur l'histoire de la fermentation. Elle a des livres de recettes aussi qui sont vraiment géniaux et son blog Ni cru ni cuit, qui est une mine d'informations pas possible. Elle a fait un travail extraordinaire pour voilà, reparler, pour remettre sur le devant de la scène la fermentation, dont les légumes lactofermentés. Et après, il y a celui-là qui est vraiment chouette, un peu différent aussi, mais c'est le guide de fermentation du Noma, qui est un restaurant au Danemark, il me semble. Au Danemark. Et et qui en fait pousse vraiment le délire un petit peu plus loin, où ils ont vraiment carrément créé une cellule au sein de leur restaurant avec deux trois personnes qui se dédient à la fermentation et qui font toutes sortes de condiments, de sauces qu'ils intègrent dans leur carte et qui servent ça. Donc c'est vraiment, et puis c'est un très beau livre, un bel objet avec des belles illustrations, oh, je fais n'importe quoi. Voilà, avec des belles photos, comme vous pouvez voir. Voilà. Et après, pour ceux qui lisent, pour ceux qui comprennent et peuvent lire l'anglais, il y a aussi des mêmes auteurs. Là, les légumes fermentés et des petits condiments épicés. Voilà, ils s'appellent Kirsten Choki et Christopher Choki, mais tout ça, voilà, ce sera rajouté dans la vidéo. Et voilà, un grand merci à toutes et à tous pour votre attention et on se retrouve tout de suite pour un moment de questions-réponses. Bonne soirée. Une eau chlorée peut potentiellement venir tuer des bactéries, tuer le vivant à l'intérieur de votre bocal. Et on l'a vu dans la vidéo, les bocaux ils sont résilients ils se conservent de par toute la vie qu'il y a à l'intérieur. Donc si on vient mettre de l'eau hyper chlorée, qui vient tuer tout ça, ça peut poser problème. Après, moi, ça m'est jamais arrivé, mais en tout cas, si ça arrive, c'est une des choses à garder en tête. Voilà, quelle eau on a mis, quelle qualité d'eau on a mis. Après, il suffit enfin voilà, le chlore, c'est quelque chose qui s'évapore. On peut très bien laisser de l'eau 24 heures dans la cuisine. On laisse l'eau s'évaporer, ensuite on la rajoute, on la fait bouillir. Après, ça peut être de l'eau dans laquelle on a mis du charbon pour la reminéraliser. Enfin, c'est toujours pareil, il faut toujours mettre la meilleure eau à laquelle on a accès, le meilleur sel, utiliser les meilleurs légumes. C'est toujours avec les meilleurs produits qu'on fait les meilleures choses. Mais voilà, rajouter de l'eau trop chlorée, ça peut poser un problème. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais théoriquement, ça pourrait. Ok, merci. De rien. Pour info, j'ai lancé l'enregistrement. Je suis désolé, j'avais oublié de le lancer tout à l'heure. Mais voilà, donc on est en train d'enregistrer la partie questions-réponses. Ok. Angélique, alors il y a des questions. Angélique puis Marion. Oui, oui, bon, rebonsoir. Florian, c'était pour avoir une idée de la durée de conservation, parce que bah, ça semble se conserver très longtemps. Donc, comment ça évolue au fil du temps au niveau gustatif et est-ce qu'on prend pas de risque à conserver
été beaucoup lacto-fermenté pendant très longtemps. Ok, c'est Merci. une bonne question. Alors c'est vrai qu'il y a deux facteurs à prendre en compte quand on garde des bocaux longtemps. C'est le côté gustatif, comme tu viens de dire, sur lequel je reviendrai, et le côté du coup microbiologique. Mais un bocal en fait de légumes lacto-fermentés gardé très longtemps, il n'y aura aucun problème pour le manger. Peut-être que voilà, je sais pas, une choucroute qui a 4-5 ans. D'un point de vue de la texture, du goût, ce sera peut-être pas une super expérience gustative olfactive, mais en tout cas, on va pas, voilà, il n'y a aucun risque d'empoisonnement. C'est comme je disais dans la vidéo, en fait, passer les 2-3 premières semaines de fermentation, on a la fameuse chute du pH jusqu'à 3,4, 3,6. À partir de là, le pot ou le contenant que vous avez utilisé, enfin, le milieu se stabilise. Les lactobacilles arrêtent leur activité parce que si elles continuaient, elles feraient encore chuter le pH et elles créeraient un environnement trop acide même pour elles. Donc elles s'arrêtent et du coup le milieu, tout se stabilise et ça reste tel quel. Voilà, pendant des années, tous les glucides ont été consommés, l'acide lactique est là, le pH est à 3,4 et ça s'arrête. Et après, bah, l'idée, c'est en fait de faire des essais. Moi, j'ai pas encore réussi d'attendre 2-3 ans avant de manger un pot. J'ai déjà attendu un an et demi. Et c'est toujours super bon, même ça garde un petit peu de croquant. Mais voilà, en discutant avec des gens, enfin encore il y a 2 semaines, quelqu'un m'a dit qu'il avait ouvert un pot qui avait 5 ans et que c'était encore hyper bon, pas du tout tout mou. Donc voilà, faut faire des essais. Mais en tout cas, on s'empoisonnera pas, c'est sûr. Ok, merci. Marion, je crois. Marion? Oui, j'avais une petite question. J'ai fait une recette de kimchi avec donc de la farine de riz, enfin préparer une plate d'épices avant. Mm. La farine de riz, ça apporte quelque chose en plus. Le fait de Euh, donner cette pâte plutôt que de mettre les épices avant, enfin directement. oui, moi aussi, je faisais comme ça au tout début. Ensuite, j'ai arrêté de le faire comme ça. Alors, ça apporte forcément quelque chose, que le riz est très riche en glucides, donc ça apporte en fait bah, de la matière, de la nourriture au lactobacille, donc ça booste en fait quelque part la fermentation, et après ça apporte un petit peu de texture. C'est vrai que avec tout l'amidon du riz, ça forme une espèce de pâte, et on garde cette consistance de pâte un peu dans le kimchi, même après la fermentation. Donc ça, c'est plutôt une question voilà, de goût. Est-ce qu'on aime bien ce côté un petit peu pâteux? Et oui, ça apporte du coup bah forcément un petit peu plus de glucides, et puis certainement une souche de bactéries en plus qui est présente dans le riz. Voilà, je pense que Ok, merci. c'est ce que ça rajoute. Ok, d'autres questions? Dans la discussion, là, je vois quelque chose sur la vitamine C, la lumière. Je sais pas qui est-ce qui a demandé, qu'est-ce qui a posé cette question. Ah, je vois pas la question. Ah non. Ah, c'est ah non. Ok, c'est quoi ta question, Alain, du coup? Hmm. Je pense qu'il est en train de l'écrire. Est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant? Ah non, c'est bon. Faut-il conserver les produits lacto-fermentés à l'abri de la lumière? Oui, c'est vrai que, alors pas forcément à l'ombre tout le temps, mais c'est vrai qu'il faut éviter les contacts directs avec les rayons du soleil. Il ne faut pas que ce soit voilà, la moitié de la journée ou pendant plusieurs heures au contact des rayons du soleil, tout simplement parce que les rayons UV du soleil peuvent tuer les bactéries. Donc on en revient toujours à la même chose. Il faut pas tuer toutes les bactéries présentes dans vos bocaux, parce que sinon, bah, il y a voilà, d'autres pathogènes, d'autres moisissures qui peuvent prendre le dessus. Voilà, donc pas nécessairement à l'abri de la lumière entièrement, mais en tout cas pas les rayons directs du soleil dessus. Après, si c'est dans un placard à l'ombre,
ça ira très bien, ça marche très bien. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une autre question dans la Des conversation. stages. Ouais. Des stages découvertes. Alors moi, j'anime des ateliers voilà, pour découvrir la lactofermentation, donc principalement les légumes lactofermentés et les boissons aussi, les boissons pétillantes fermentées sans alcool. Du coup, le mieux, là, c'est de m'envoyer un message. Je pense que mes coordonnées seront partagées. Le mieux, c'est de m'envoyer un message pour en parler, des modalités. C'est des ateliers de 2 heures en général à prix libre. Et du woofing, j'ai pas forcément de lieu pour accueillir, mais après, c'est aussi possible de venir passer une journée de production avec moi dans mon atelier pour venir m'aider et découvrir sur toute une journée comment la lactofermentation se passe dans un milieu professionnel, du coup, à plus grande échelle. Ça, c'est possible. Bien. Attends, je vais voir s'il y a d'autres questions. Oui, il y a d'autres questions. Johan, est-ce que les pesticides ou les engrais contenus dans certains légumes peuvent modifier le processus de lactofermentation? Ça, c'est une bonne question. Alors, je ne pense pas que les pesticides peuvent inhiber la fermentation. La seule chose que je sais sur ça, il y a encore très très peu d'études. Il faut vraiment que la communauté scientifique se penche sur le sujet, mais il y aurait des théories comme quoi, après fermentation, les teneurs en pesticides, elles sont réduites. Il y a quelque chose qui se passe, en fait, voilà, c'est des réactions biochimiques, ça dépasse un peu mon savoir pour vous expliquer. Mais en tout cas, il y aurait des théories à confirmer comme quoi la fermentation, voilà, réduirait les teneurs en pesticides. Voilà. Après, l'idéal, moi je pense que c'est d'utiliser des légumes bio, mais on fait avec voilà, les légumes auxquels on peut accéder et de la meilleure qualité possible. Super. Merci beaucoup. Je vois pas d'autres questions. Marie a toujours la main levée, mais c'est bon. Voilà, avec des vidéos, c'est mieux. Parfait. Écoutez, je vous propose de conclure. Est-ce que ça te va, Florian? Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Ah non, moi ça me va. S'il y a d'autres questions, Merci et vraiment sinon... bravo pour l'explication et la vidéo, c'était vraiment super. Merci. Alors, je vous partage mon écran, j'ai 2-3 petites choses à vous partager. J'ai plus besoin de partager une vidéo, c'est bon. Je remets la présentation. Voilà. Donc, on vous a mis quelques liens ici si vous voulez rejoindre différentes, voilà, tout ce qui a été discuté avant. Il y aura aussi des liens sous la vidéo de Florian là-dessus. Réseau Libellus, je crois bien que c'est pour avoir pour avoir des livres, si j'ai bien compris, c'est ça ce que vous trouvez sur ce lien-là. Le lien du site de Grand Cognac et notamment du PAT, le projet alimentaire territorial, si vous voulez vous documenter sur cette initiative. On vous a également remis le lien de la première webconférence qu'avait organisée Maud avec la Maison de l'Agriculture biologique par où démarrer pour commencer un potager. On vous a mis le lien de notre site, donc le collectif Mangeons Mieux, et du site de Florian également, Usine à gaz. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça. On voulait également vous rappeler, enfin pour ceux qui sont autour de Grand Cognac, où est-ce qu'on peut trouver donc des producteurs locaux. C'est Grand Cognac qui a fait cette promotion-là et c'est très bien. Donc on a pas mal de producteurs et de magasins de producteurs sur le territoire. Il y a aussi des plateformes qui permettent d'acheter en ligne ou de trouver des producteurs et donc elles ne sont pas assez connues, donc n'hésitez pas à les voir. Notamment il y a Pensée Locale 16. Il y a Bonjour le Bon également qui fait des légumes également de la viande. La plateforme Nouvelle-Aquitaine, La Ruche qui dit oui, etc., etc. Donc on a pas mal d'initiatives pour promouvoir ça auprès des citoyens. On a aussi 14 marchés sur le territoire. Donc voilà, tous les jours vous pouvez aller acheter des légumes là. Et on a des marchés de producteurs qui sont organisés notamment par la Chambre d'agriculture.
Et on a pas mal de producteurs locaux également, donc tout ça c'est accessible soit sur le site de la Chambre de l'Agriculture, soit sur le site de la Maison de l'Agriculture biologique. D'accord? Pour le collectif Mangeons Mieux, si vous voulez nous rejoindre, si notre démarche vous intéresse, donc je vous ai mis notre adresse mail. Et je voudrais vraiment en profiter pour remercier spécialement Johan qui a beaucoup œuvré pour l'organisation de cette webconférence et qui s'est caché, on ne le voit même pas, mais il est là. Donc merci mille fois Johan pour tout ce que tu as fait. Vraiment, c'était un gros travail et ça a été très bien mené parce que je pense qu'on a tous apprécié la qualité de cette webconférence. Donc un grand merci pour ça. Et puis merci à tous d'avoir participé. On n'a pas été... voilà, on a organisé ça un peu tardivement pour envoyer les liens d'invitation et tout ça, mais merci à tous pour votre participation. Merci à Johan et, pour l'organisation. Merci à Florian et sa maman que je découvre, talent d'actrice. Voilà, en tout cas, c'était une très bonne soirée. Donc, merci à tous. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Je coupe mon écran pour vous voir. Bon, tout le monde, merci à tous. Bonne soirée. Bonsoir Ève. Merci. Merci, au revoir. Bonne soirée, merci. Bravo. Ah, c'est intelligent.